Alors, en fait, je suis hyper contente d'être là ce matin parce que ça fait 4 ans, plus ou moins 4 ans, que je m'adresse principalement à des entrepreneurs. Voilà, c'est les gens à qui on me demande de parler, qu'on me demande d'aider, etc. Et les artistes, les designers, ça reste ma famille de cœur, donc c'est un peu un grand plaisir de m'adresser à des designers ce matin. Je vais regarder un peu mes notes. C'est une bonne chose pour tout le monde, d'accord ? Je suis concrètement l'impératrice de Digression Land. J'ai une tendance à... donc c'est très bien pour nous tous. Pardon si je vous quitte des yeux de temps en temps. C'est pour le meilleur. Du coup, j'ai regardé un documentaire sur les crocos il y a 2 jours. Voilà, je me suis dit comment je peux commencer à faire des... On est très symboliste à The Family. Je dis on parce qu'on sort jamais vraiment de The Family, j'en ferai partie à tout jamais. Et on est très, très à cheval sur le langage symbolique. Et je me suis dit, comment je peux faire pour trouver des analogies intéressantes avec les crocos ? Je vais allumer ma télé, je vais regarder un reportage animalier sur les crocodiles. Bon, raccourci que tout le monde n'aurait pas fait, c'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai regardé ce reportage et j'ai découvert un truc étonnant à propos des crocodiles, je ne sais pas si vous le savez. Les crocodiles ont une particularité, c'est qu'ils ont une puissance de croquage hallucinante, c'est-à-dire qu'ils ont genre 18, les mecs ils ont 200 tonnes de pression dans la mâchoire quand ils croquent un gnou, mais pour capturer un crocodile, il suffit de lui appuyer sur la bouche avec une main humaine. Et il ne peut plus ouvrir, c'est-à-dire qu'il a une force de pression hyper intense, mais il ne peut plus ouvrir sa bouche après. Bon. Analogie méga intéressante avec les graphistes, qui n'est pas évidente à ce stade-là. Je vois des gens qui clignent un peu des yeux en mode « Ok, où est-ce qu'elle veut en venir ? Ça va être long. 1h30, ça va être long. » En fait, je crois que les graphistes, les designers, les artistes, quand ils arrivent ici, ils sont à la fois extrêmement forts, extrêmement puissants, parce qu'ils vous l'ont dit déjà un petit peu ce matin, le design, la problématique de l'image et de la communication visuelle, c'est une valeur ajoutée immense pour les entrepreneurs. Et à la fois, on arrive avec une patte un peu tordue, quoi. On a quelques points de friction qu'il faut solutionner. On ne va pas parler de faiblesse, on va parler de points de vulnérabilité, ce qui est beaucoup mieux pour le moral. Voilà. Donc, à la fois grande force, à la fois grande vulnérabilité. Et du coup, je me suis dit que, comme c'était la première fois qu'on me demandait réellement de parler de mon ressenti, de ma rencontre avec les startups, je me suis dit que la meilleure chose à faire pour vous, c'était déjà d'une part de vous raconter genre très honnêtement ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti, évidemment ne faisant pas l'impasse sur les moments un peu compliqués, et surtout d'essayer de vous donner des clés, de vous donner des conseils. Et donc j'ai fait un voyage dans le temps, j'ai fait mon petit flashback à moi, et je me suis demandé quels étaient finalement les 15 conseils. Il y aurait pu en avoir 200 000, et à la fois 2, si peu et énormément. Quels étaient les conseils, les 15 conseils en l'occurrence, que j'aurais aimé recevoir en arrivant à The Family. Voilà, en débarquant dans cet univers incroyable qu'est l'univers des startups. C'est pas tellement qu'on m'a pas dit ces choses-là, je crois même qu'on a essayé de me prévenir, je crois qu'on a essayé de me dire ces trucs-là, mais j'ai l'honnêteté de dire que j'ai mis presque 4 ans à processer toutes ces infos et à en faire un genre de comportement un peu logique. Voilà. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est une manière de rendre aussi un petit peu ce qu'on m'a donné, c'est une communauté qui m'a énormément apporté, donc j'espère pouvoir avoir ce rôle en fait de guide un peu pour vous. Il y a une chose que je tiens, une vérité que je tiens à rétablir, genre là tout de suite, c'est-à-dire que moi la première, quand je suis arrivée dans le monde des entrepreneurs, je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Cette rencontre est improbable, je veux dire, je suis artiste, voilà quoi. Concrètement, qu'est-ce que je fais ici ? Parce qu'on m'avait finalement trop dit que les entrepreneurs et les artistes, c'était 2 communautés qui étaient diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir le monde à plat. On a tendance à voir le monde de manière hyper manichéenne, hyper bidimensionnelle, ce qui est totalement faux. Ici, en fait, le premier cadeau qu'on m'ait fait, c'est de me faire voir le monde en volume. Ces gens m'ont permis de mettre les choses en perspective et de me rendre compte que finalement, quand on met les choses en volume, on se rend compte en fait que les entrepreneurs et les artistes gravitent sur une même sphère, qui est la sphère de la communication, d'accord ? Et que si on tourne un petit peu d'angle comme ça, qu'on change d'angle de vue finalement, il y a un point, il y a un fameux point, un fameux axe où les intérêts s'alignent et où il y a un vrai match qui est possible. Moi, ce que j'ai découvert ici, c'est que c'est 2 communautés qui ont finalement beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses à se raconter et qui ont besoin l'une de l'autre. Okay ? Ce que je vais essayer de vous donner, c'est donc des tips pour réussir à trouver ce point où finalement tout s'aligne. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est mes principaux clients, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
j'espère que vous saurez vous approprier ces conseils réellement pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. C'est vraiment ça qui est magique aujourd'hui, c'est qu'en poussant cette porte-là, vous avez ouvert une porte dans votre vie professionnelle. Vous vous ouvrez à une quantité de clients assez importante. Et je crois que c'est vraiment, genre juste, vous vous êtes levé pour la bonne raison ce matin, quoi. Du coup, je vais vous donner un petit peu des éléments sur mon background à moi. J'ai fait une école d'art, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg, ce qui est un cursus en 5 ans, assez long, donc. J'ai donc un master en bricolage. Et j'étais une espèce de laborantine un peu tarée qui pensait que les cours théoriques, c'était du temps d'atelier perdu. D'accord. Mon mantra à l'époque, c'était les mains sales et le cœur léger. Enfin, j'avais juste envie d'être en jogging, dégueulasse, avec le chignon de côté, du plâtre sur le front, et c'était ma vie. J'adorais ça. Donc j'ai passé quand même 5 ans à faire ça, avec des références qui allaient de l'art brut aux arts populaires. J'étais fanatique, j'ai grandi dans une famille de brocanteurs, donc des gens qui ont une petite tendance à l'accumulation d'objets, des gros fétichistes d'objets. Donc j'avais moi-même tendance, c'est pas un intérieur minimaliste, c'est ce que j'essaie de vous dire. Chez moi, c'est pas exactement feng shui, quoi. J'ai un peu tendance à... Ceci dit, j'ai fait un effort de neutralité aujourd'hui, mais voilà. Donc, j'étais pas exactement fan de minimalisme, j'étais dans quelque chose des esthétiques extrêmement baroques, très brutes, voilà. Ça, c'était un petit peu mon univers à moi. Et ma particularité en tant que plasticienne, je crois, c'était, en tant que laborantine un peu tarée, de jamais vouloir choisir. C'est-à-dire que je faisais du bijou contemporain, ce qui déjà en soi est un concept, faut imaginer, c'est de l'objet corporel, d'accord ? Il n'y a pas de boucle d'oreille, un bijou contemporain. C'est une sculpture corporelle, un vecteur de croyance qui traverse le lobe auriculaire. Voilà, donc c'est un délire, d'accord ? J'ai appris à sertir des dents. J'ai fait des bijoux avec des cheveux, avec des boyaux de mouton, d'accord ? Je suis partie loin, très très loin. Donc du coup, j'avais envie de tester un maximum de matériaux. J'avais pas envie de choisir, j'avais pas envie d'avoir un matériau signature ou un truc comme ça, je sais pas pourquoi, c'était mon délire à moi. Et donc du coup, je me suis lancée dans un diplôme, donc au bout de 5 ans de pratique complètement éclatée, j'ai monté mon diplôme qui était une pièce blanche. Voilà, vous connaissez un peu les diplômes d'art contemporain, je sais pas, une pièce blanche qu'on appelle le bocal. Bon, je sais pas, il y a toujours des noms un peu chelous. Et j'avais cloué des objets au mur, genre 50 objets au mur, avec des titres écrits juste en dessous. Et en fait, je me rendais pas compte que j'avais écrit, donc chaque objet était finalement une histoire à part entière. Et que j'avais écrit 50, il était une fois. C'était 50 départs d'histoire. Chacun de mes objets aurait pu donner un diplôme, quoi, si je l'avais décliné, en gros. Chose à laquelle le jury a été très peu, vis-à-vis de laquelle le jury a été très peu accueillant, finalement. Et dans mon jury, il y avait un artiste dont je tairai le nom, dont j'étais fan, genre fan à mort, quoi. Je m'étais mis une pression de ouf. Et il a déambulé dans mon diplôme, et de la manière la plus austère du monde, à la fin, il m'a dit « Vous savez, Madame Moreau, l'art, c'est un peu comme une soupe, on ne peut pas mettre toutes les épices dedans, sinon c'est immangeable. » Chaud, 5 ans d'études, c'est ton bébé, d'accord ? Le mec te sort ça, c'est un mec que t'admires, mon ego s'est fendu en deux, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas bien. Et je me suis braquée, blessure d'ego, braquage. Je sais plus, je sais honnêtement plus si je l'ai dit à voix haute ou dans ma tête, mais j'ai pris la décision ce jour-là que je détestais la soupe, que j'adorais les épices et qu'il était hors de question que ça change. En gros, d'accord ? Donc ce mec finalement m'a fait un énorme cadeau, mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. J'ai surtout focalisé sur la blessure d'ego au départ. Donc je suis sortie de l'école fâchée, contrariée, quoi, vraiment contrariée. Mais j'ai aussi pris conscience d'une chose, c'est que j'avais très envie d'être excellente en rien, mais un peu bonne en tout. Et c'est un profil qui est extrêmement particulier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se reconnaissent un peu dans ce truc-là. Je me rendais compte que je savais un peu tout faire, mais que je n'avais pas nécessairement envie de me spécialiser dans un truc, que j'avais envie, mon vrai bail à moi, c'était d'être un couteau suisse. Et ça me plaisait d'être dans cette logique de bricolage, d'agilité, maîtriser les codes, jouer avec, tout ça. C'était mon délire à moi. Ce qui est finalement un profil qui est pas extrêmement courant et qui n'a pas été très bien accueilli partout où je suis passée, quoi. Je me souviens notamment d'un workshop que j'avais fait un jour avec une artiste fabuleuse et elle nous avait posé une question géniale. Elle nous avait dit, en tant qu'artiste,
vous vous voyez où dans 10 ans? Ou comment vous vous voyez travailler dans 10 ans? Du coup, phase de mégalomanie intense de ma part, je réfléchis un peu et je lui dis, ouais, tu vois, moi, mon rêve, ce serait que dans 10 ans, les gens, ils aillent dans des je sais pas, des conventions de bijoux contemporains, des expos, des machins, qu'ils aient genre des crushs, qu'ils aient un crush de ouf sur une pièce, et qu'ils se disent, oh, putain, c'est génial, c'est qui a fait ça? Et ils regardent l'étiquette et ils se disent, putain, c'est encore elle, quoi. Tu vois, ce truc de toujours surprendre, toujours être là où on t'attend pas, et voguer entre des univers qui sont ne pas s'ennuyer, quoi. Véritablement ne jamais s'ennuyer. Donc du coup voilà, ça c'était ma petite prise de conscience après l'école. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit bon, mon père était ébéniste quand j'étais plus jeune, restaurateur de meubles anciens. Ils ont une maison à la campagne. J'ai vraiment grandi dans un bled. Ça s'appelle Bischofsheim, les gars. Enfin, ça, genre juste, ça n'a aucun écho dans vos têtes et c'est normal, c'est tout petit. Et je me suis dit, je vais récupérer son atelier à lui et je vais racheter 2-3 machines et je vais faire mon atelier à moi. Voilà, donc j'ai monté mon atelier et j'ai bossé pendant 1 an et demi, 2 ans en tant qu'artiste, auteur, artiste indépendant, à fabriquer des trésors, donc dans la cave de chez mes parents. Et en fait, ce qui était étonnant à ce moment-là, c'est que j'avais plus ou moins tout pour être heureuse. J'avais de quoi fabriquer la Biennale de Venise toute seule, mais j'étais toute seule. Et j'étais toute seule et mes études n'avait pas été professionnalisante en fait. Je me sentais un peu démunie. J'avais l'impression d'avoir une pépite d'or dans la main et d'être complètement décorrélée du système qui était autour de moi. C'est-à-dire qu'on vous donne une pépite d'or, c'est difficile d'aller dans un tabac et de dire donnez-moi un Lucky Strike, quoi. C'est pas la monnaie qui s'utilise. C'est-à-dire que la valeur de mon travail était reconnue, j'avais quand même eu un diplôme, etc. Mais je n'arrivais pas à monétiser mon savoir-faire, je n'avais pas ces outils-là. Concrètement, donc, voilà ce qu'était mon environnement il y a 5 ans, c'était compliqué. J'ai eu mon premier ordi, j'avais 16 ans, les gars. J'ai chatté sur Caramel, ce qui ne me rajeunit absolument pas, hein. C'est horrible de dire ça, mais c'est véridique. Donc j'avais pas l'outil numérique en main, j'étais à Bischofsheim, donc pas exactement, c'est une très belle ville, hein, par ailleurs, si des gens de Bischofsheim regardent cette vidéo, j'adore mon village, mais c'est pas l'épicentre du swag sur Terre, il n'y a pas de Fashion Week à Bischofsheim, je n'ai pas besoin de vous le dire, quoi. Voilà. Donc j'étais un peu seule et je ne savais pas comment vendre mes objets, et j'avais un amour incroyable pour mon métier par ailleurs. C'était un environnement qui était compliqué. Et du coup, j'ai reçu un coup de fil un jour, en fait. Donc j'étais déjà en attente de quelque chose, et d'ailleurs c'était pas exactement la bonne posture, mais j'étais en attente de quelque chose. Je sentais que la tempête était en train de se lever pour moi en tant qu'artiste, parce que je me sentais comme une espèce de petite structure un peu lacunaire et que je sentais bien qu'il allait falloir aller apprendre des choses ailleurs. Et j'ai eu un coup de fil un jour, voilà, de Nelly, qui est la petite sœur d'Alice, donc une des 3 cofondatrices de The Family et accessoirement aussi une des personnes les plus formidables que j'ai rencontrées dans ma vie. Cette fille m'avait fait une promesse. Alors je ne sais pas si dans votre vie quelqu'un vous a déjà dit ça. C'est assez exceptionnel. On s'est rencontrés à l'école à Strasbourg et elle m'a dit un jour « je viendrai te chercher ». Alors on va savoir pourquoi elle m'a dit ça. Et je crois qu'elle avait envie de croire en ce que je faisais avant même que moi je puisse le faire. Et elle est vraiment venue me chercher. C'est-à-dire qu'elle m'a passé un coup de fil. Elle m'a dit « écoute, je bosse pour ma sœur qui a monté un incubateur de start-up, enfin un truc comme ça ». Déjà à ce stade de la discussion, je ne comprenais plus rien. J'ai dit un incubateur, dans ma tête, j'avais des trucs, un incubateur pour des plantes, je voyais des fermes, je ne savais pas. J'étais déjà perdue à ce stade de la discussion. Elle a continué de me perdre, elle me dit, on est en train de créer la DA d'un événement qui s'appelle Hackers on the Runway, qui est un événement, un cycle de conférences qui est censé créer une passerelle entre le monde du luxe et du digital. J'avais une goutte sur le front comme ça. Et heureusement qu'on était au téléphone parce qu'elle n'a pas vu mon visage. Mais concrètement, genre, j'étais dans la préhistoire de l'idée à ce moment-là. J'ai bugué, en fait, véritablement. Ma paupière, elle a, tu sais, vous savez, c'est le frisement de paupière quand tu comprends pas une chose, tu vois. C'était exactement ça. Et je lui dis, parce que c'est une personne à qui je fais une confiance aveugle, je lui dis, vas-y, ouais. Du coup, je prépare une trousse à outils et on est parti. Elle me dit exactement, j'ai besoin de toi dans 2 semaines, on va faire des coquillages fluo, genre ça va être le feu. Bon,
que le coquillage est sorti de... Mais je lui ai dit, ok, vas-y, c'est good, on est parti. Je me souviens très bien, je suis montée dans la cuisine, j'ai dit à ma mère, maman, je pars à Paris pour faire des coquillages fluo, enfin bon, incubateur-like, tu vois, cycle de conférences. J'ai dit des mots en vrac. De toute façon, il fallait bien que je fake un peu ma compréhension de la nouvelle pour que ma mère accepte que je m'en aille. Elle m'a dit, d'accord, ça a l'air très clair, tu pars mardi. Du coup, j'ai dit, ouais, je me casse. Voilà. Je suis arrivée à Paris. Déjà, je ne connaissais pas Paris. C'est un peu Rémi sans famille, mon histoire, hein, mais croyez pas que j'étais... Ils sont en train de me regarder genre, oh la pauvre, ouais, ça devait être difficile. Non, ça allait, mais je connaissais pas Paris. Voilà. Et je suis arrivée dans ce lieu, d'ailleurs, c'est ouf, parce qu'il y a 4 ans, il n'y avait rien ici. Ils venaient d'avoir ces locaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les palmiers, il n'y avait rien. Il y avait Walou, il y avait 4 chaises, avec même pas l'estrade, enfin genre vraiment. Par contre, le mindset était déjà là. Il y avait une énergie incroyable. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, c'est ça qui m'a... J'ai eu une espèce de révélation, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un lieu sans comprendre réellement ce pourquoi on m'avait appelée, mais j'ai été envahie d'une espèce de sentiment de justesse et de certitude incroyable, ce qui est très peu fréquent dans ma vie. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Desproges qui est incroyable, qui dit « La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, c'est WAM, c'est l'histoire de ma vie. » Voilà. Ça peut être de temps en temps une bonne chose, mais la plupart du temps, c'est difficile à gérer. Et quand je suis arrivée ici, il y a une espèce d'alignement des étoiles, quoi. Je me suis dit, putain, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que je suis au bon endroit. C'est ce qu'il me faut maintenant. Parce que ces gens, ils ont la bonne énergie. Je me suis pris une picouse d'adrénaline, quoi. J'avais l'impression d'être dans le bocal où on était en train de créer le futur, quoi. J'ai l'impression d'être arrivée dans les locaux de la NASA. Genre pour moi, c'était vraiment far away, quoi. J'étais trop heureuse. Et donc du coup, je me suis juste fiée à mes intuitions. Je crois que j'ai fait confiance. Je me suis dit, ok, je capte rien, mais vas-y. Et il y avait cette idée de créer une passerelle entre le monde du luxe et du digital. Et en fait, je me suis dit que dans cette logique de création de passerelle, on allait créer une passerelle pour moi aussi, c'est-à-dire créer une passerelle entre les entrepreneurs et les artistes. Et je me suis dit, moi, je sais déjà que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de capter en fait cette espèce de piraterie du business qu'ils ont dans leur ADN. Et peut-être qu'au passage, je vais me rendre compte que ces mecs-là, ils ont besoin de nous aussi. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je crois qu'Alice le savait déjà à l'époque. Moi, j'ai mis un peu de temps à processer l'info. Je suis un diesel, moi. Je mets un peu de temps à comprendre. Une fois que c'est bon, tu peux faire des bornes avec. Mais je mets toujours un peu de temps à capter le truc. Et du coup, cette aventure incroyable de fabrication de coquillages à paillettes, là, m'a mené à la swaguerie infinie de The Family pendant 2 ans et demi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour l'intro. Petit syndrome de l'imposteur au départ. Je suis forcée de l'admettre. Je crois que très vite, on a valorisé mon profil ici, ce qui était... je veux dire, ces gens m'ont un petit peu sauvé la vie, quoi. Ils ont valorisé cette espèce de comportement très transversal et très bricoleur que je pouvais avoir, ce qui était franchement trop cool. Mais j'avais encore un doute sur moi, la valeur que je pouvais apporter ici. Et c'est vrai que c'est des gens qui très vite m'ont donné confiance en le travail que je pouvais faire ici. Et c'était assez génial. Donc voilà, moi on m'a tendu la main, on m'a fait venir ici, c'est un concours de circonstances un peu absurde. Déjà je voulais vous dire, franchement les gars, bravo d'être là par vous-même, quoi. Vous êtes forcément un petit peu mieux informés que ce que j'étais à l'époque, mais franchement quand je vous dis que vous avez poussé une belle porte ce matin, je pèse mes mots. Franchement bravo, quoi. C'est hyper cool. Alors la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Désolée de vous décevoir, les gars. Les gars, ils se disaient, donc, ok, en 15 slides, on va tout capter. Bon, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors, quand je dis pas de règle, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de considérer que la méthode que vous allez mettre en place avec les startups est un espèce de protocole figé dans lequel on peut arrêter d'être sensible. C'est hors de question. Donc, à The Family, il y a une méthode qu'on utilise, que j'utilise toujours en tant que freelance, finalement, qui consiste à aider, qui est très calquée sur la méthode que les créas ont travaillé, d'accord ? C'est pas un process complètement fantastique, mais c'est une méthode qui passe par des étapes,
D'accord? Donc il y a la création, d'abord un espèce de questionnaire qu'on a appelé le Swag Doc pendant très longtemps. On leur pose des questions sur eux, on les force à introspecter, à comprendre la réelle essence de leur business, pourquoi ils font les choses, etc., leurs valeurs. Après, on les fait passer par la création d'un mood board pour créer leur univers iconographique, pour entrer en connexion avec du visuel, d'accord, et savoir un petit peu où ils se situent esthétiquement. Et après, on leur demande d'être capable de briefer, de savoir briefer un créatif. Okay, ça, c'est une méthode. Mais, je vous le répète, ce n'est pas un protocole qui doit être figé. C'est-à-dire que la créativité peut tout à fait s'exprimer dans un cadre, peut tout à fait s'exprimer au travers d'une méthode avec des étapes claires, mais pour autant, il faut trouver en soi les ressources nécessaires pour ne pas plaquer des évidences sur chaque personne que vous allez rencontrer. Il faut rester, je crois, complètement disponible et complètement neutre au départ de chaque rencontre avec vos futurs clients. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film qui a été réalisé sur Marina Abramovic. C'est la mère de la performance. Quelqu'un l'a déjà vu? Yes. Une personne, c'est très peu. Hein. The Artist is Present, c'est un film exceptionnel qui parle de la rétrospective qui lui a été accordée au MoMA. Enfin, c'est assez incroyable. Et cette femme a créé une performance, donc au MoMA, où finalement il y a un display très simple, il y a une table, des chaises, elle, un visiteur, et il y a des milliers de gens qui sont venus s'asseoir en face d'elle pour la regarder dans les yeux. Point. Bon, alors effectivement, hein, elle n'a pas le charisme d'un tabouret de camping, hein, c'est une espèce de vestale incroyable, un charisme de ouf, d'accord ? Et les gens viennent s'asseoir devant elle, et alors ça donne lieu à toute forme de résonance et d'émotions très intenses. Enfin, globalement, il n'y a personne qui reste trop tranquille devant elle. Voilà, mais c'est assez foudroyant. Et en fait, elle a un espèce de rituel entre chaque personne. Elle baisse les yeux et on a l'impression qu'elle, même physiquement, elle repart à zéro, quoi. Elle se lave un petit peu de l'interaction qu'elle a eue avec quelqu'un et elle se recharge un petit peu. Et quand elle relève les yeux, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle histoire qu'elle écrit avec une nouvelle personne. Cette métaphore-là, cette scène-là, c'est une image que j'ai toujours en tête quand je rencontre une nouvelle personne. Parce que forcément, plus vous allez rencontrer de clients, plus vous allez emmagasiner de connaissances à propos des startups. Je crois qu'il faut lutter contre les certitudes au maximum. Et il faut essayer de ne pas s'engouffrer dans des évidences un peu abjectes. Vraiment être neutre et disponible au départ de chaque rencontre, c'est très important. Être extrêmement empathique et rester sensible, quoi. Le deuxième conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, c'est de ne pas agir comme une diva et d'écouter. Je sais pas si vous... Je sais pas, quand on vous dit diva, moi l'image que j'ai en tête quand on me dit diva, c'est Mariah Carey. Mariah Carey, pour faire très simple, c'est une meuf qui n'a qu'une cuisse déjà. Elle est tout le temps... Je sais pas si vous avez remarqué ça ou pas. Cette meuf n'a qu'une cuisse, elle est toujours comme ça. Je pense que c'est parce qu'elle a un petit complexe. En fait, quand tu fais comme ça, on dirait que tu n'as qu'une jambe et que tu es vachement plus, plus mince. Du coup, monocuisse. Elle s'écoute chanter, donc elle a sa petite oreillette imaginaire. Elle fait des vibes du futur du R&B en fermant les yeux. En gros, une diva, c'est quelqu'un qui chante trop fort et qui chante pour elle-même et qui n'entend pas ce qui se passe autour. C'est quelqu'un qui ferme un peu les écoutilles et qui n'est pas capable, finalement, d'être disponible. Je ne dis pas que Mariah Carey n'est pas une bonne pote en dehors de ses concerts, mais en tout cas, une espèce d'attitude comme ça où on arrive en faisant un peu le bulldozer, on est des créas, on a envie de rugir. Ouais, je vois du bleu, du rouge, machin. Bon, je crois que c'est une attitude que j'ai pu avoir un peu à certains moments, peut-être par manque de confiance aussi, pour être tout à fait honnête. Et je me suis très vite rendu compte que, en tout cas, au départ de l'aventure, c'était pas l'attitude qui servait le plus la mission. Bien au contraire. C'est-à-dire que c'est probablement une des plus belles découvertes que j'ai fait ici, c'est que mon ignorance à propos des gens que je rencontrais, à propos du monde des startups, ça a été ma plus grande qualité pendant très longtemps. Parce que ça faisait de moi quelqu'un de réellement disponible et presque naïf à propos du sujet. Et en fait, je crois que ça m'a fait apprendre extrêmement vite.
C'est-à-dire qu'en assumant son ignorance, on devient une espèce de page blanche sur laquelle les choses tout à coup s'écrivent beaucoup plus vite. Donc tout ce que je vous dis, c'est n'ayez pas le complexe d'être cette page blanche, bien au contraire, vous allez avoir une learning curve au départ qui est massive. C'est-à-dire que les entrepreneurs, par nature, sont des gens complètement obsessionnels à propos de leur sujet. C'est-à-dire que chaque personne que vous allez rencontrer ici a plus ou moins entrepris de devenir expert à propos du sujet qu'ils traitent. Donc si vous vous rendez disponible, si vous êtes dans l'écoute, vous allez apprendre. Perso, ma culture générale a fait un bond en arrivant ici incroyable. Parce que j'ai tout à coup entendu des gens parler de sujets dont j'avais aucune fucking idea, quoi. Et c'était assez fabuleux. Globalement, leur plus grand intérêt aux entrepreneurs, c'est de briser les codes. C'est vraiment des pirates. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être tout à fait honnête, oui, c'est des gens qui font partie d'un mouvement qui est doucement en train de tomber dans quelque chose de mainstream, mais je crois que, à proprement parler, les gens qui sont ici ne sont pas du tout mainstream, et ont su conserver cette espèce de piraterie infinie, qui au final est assez géniale pour nous aider à rester transversaux et à casser les murs dans notre propre carrière de graphiste, de créa en tout cas. Il y a des choses qui m'ont résisté aussi intellectuellement dans ce monde-là. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à The Family, les gens étaient obsédés par l'idée de scaler. Vous savez ce que c'est, scaler? Yes, vous allez... C'est pas moi qui vais vous donner des définitions. Je suis encore un petit peu en train de taffer sur le sujet. En gros, moi, je viens de l'école de la pièce unique. C'est-à-dire que dans une école d'art, on vous apprend à créer des objets qui sont des trésors, qui n'ont pas de duplicata, on ne crée pas en série, on crée une œuvre d'art par essence, en tout cas quand on ne parle pas d'art sériel, c'est une chose unique, une pièce unique, d'accord? Quand tout à coup on m'a parlé de scaler, de one-to-one, de one-to-many, intellectuellement, je buguais complètement. Je ne comprenais pas comment il était possible de scaler mon business à moi, qui était le sensible et l'art, quoi. Tout à coup, ça devenait très abstrait pour moi, quoi. Et je vais essayer de vous donner des éléments de réponse, hein, mais ça aussi, je travaille dessus. Donc il y a quand même des points, il faut être tout à fait honnête, il y a des points de friction, il y a des points intellectuellement qui sont des points de friction. Il y a une chose aussi, je ne sais pas si vous vivrez cette chose-là. Moi, je suis passée aussi, à certains moments, j'ai eu des phases très difficiles où je suis passée de l'admiration à l'exaspération la plus totale. J'ai appris récemment que ça avait un nom, ça s'appelle pitch sick. C'est-à-dire que les entrepreneurs pitch, c'est leur sport, tu vois. Ils viennent et ils te pitchent. Bon, au bout de, on va dire, je pense que le curseur il est à 172 000 pitchs, ce qui peut être vite atteint en genre 10 jours ici. Tu peux développer une petite résistance au pitch. C'est-à-dire que quand il y a 200 mecs dans la semaine qui sont venus te dire, avec un big up à Kimono, avec un sweat à l'effigie de leur marque, et qui te disent « Ouais, donc nous en fait, on a un petit peu la volonté de devenir le Uber des légumes bio, si tu veux. L'idée, c'est d'uberiser un maximum de concombres, de swiper. » Au bout d'un moment, c'est-à-dire que je leur proposais concrètement, j'ai été parfois atroce, et je lui disais « Mais peut-être devrais-tu essayer d'uberiser ta propre famille éventuellement, non ? Peut-être tu peux essayer de dématérialiser ta grand-mère, peut-être un de ces quatre, comme ça au moins on est, tu vois, t'es allé au bout du process, quoi. » C'est-à-dire que tout le monde veut faire le Uber du machin, tout le monde veut faire le Tinder, tout le monde veut faire le Tinder des voitures, le Uber des concombres. Enfin, genre, il y a des moments, tu ne peux plus, t'es au max de ce que tu peux tolérer. Et en fait, je crois que c'est un peu snob. C'est un peu snob de ma part de penser qu'en fait, au bout d'un moment, il y en a marre et que machin. Parce qu'en fait, chaque mec est tellement sincère dans sa démarche et il est en train de faire les choses de manière tellement efficace. En fait, il faut lutter contre le côté snob qu'on peut avoir en fait, face à certaines choses qui nous résistent un peu intellectuellement. Et je crois qu'il faut faire un effort Camille, vous parlez de bienveillance, je crois qu'il y a aussi un effort de tolérance à faire, de baisser un peu ces barrières, de baisser un peu ces défenses, et de laisser les gens accéder à nous, même via des formes qui nous paraissent au bout d'un moment un peu relou. Donc il faut ouvrir ses chakras, les amis, très fort. Il y a une autre chose, c'est qu'il faut parler la langue du pays. Alors ça, moi quand je suis arrivée à Paris, j'ai appris à parler plusieurs langues.
j'ai appris à parler start-upper, j'ai appris à parler parisien, parce que chez moi, personne va déj. Ici, tout le monde va déj. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, moi, les gens, mes collègues au départ, quand je suis arrivée à Paris, ils me disaient « Ouais, il est 14h20, on va déj ». Moi, je suivais, je ne savais pas ce qu'on allait faire. Qu'est-ce que c'est déj? Ça, le parisien, c'est déjà une langue en soi. J'ai mis quelques temps à maîtriser. Je comprenais rien de ce que les gens disaient. Genre, avec toute l'humilité du monde, je captais rien. J'ai passé des déj entiers à transpirer à l'idée qu'on me pose une question ou qu'on me demande ce que j'en pensais, quoi. C'est-à-dire que pendant 3 mois, ma hantise, c'était quand on me demandait de passer le sel, je sursautais, c'est genre, putain, on va me poser une question. Ah non, c'est bon, c'est le sel, ça je peux faire, tu vois. Mais je me sentais vraiment démunie parce qu'en fait, je captais pas ce qui se disait. Je captais pas parce qu'intellectuellement, c'était inaccessible pour moi. C'est juste, j'avais pas la langue, je ne maîtrisais pas le champ lexical en vigueur, quoi. Donc du coup, je me sentais comme une touriste, concrètement, et j'étais dans une grande écoute, évidemment, hein, j'étais méga dispo, hein, c'est-à-dire que j'avais que ça à faire, j'avais qu'à écouter pour apprendre, ce qui était une bonne chose. Et en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est commencer à fonctionner par mimétisme. Alors, tout le monde n'a pas la même prédisposition à ça. J'ai un super pouvoir à la con dans ma vie, je sais faire des accents, je sais imiter les gens. Voilà, c'est un peu nul, parfois ça m'aide dans des situations un peu grotesques, mais globalement, c'est un truc, je fonctionne assez fort par mimétisme. Ce qui ne m'empêche pas, par ailleurs, d'avoir une singularité à moi, hein, mais voilà. Donc j'ai commencé par imiter. Et ça, c'est un vrai... je veux dire, fake it until you make it, quoi. Même avant de comprendre complètement ce qui se dit, autorisez-vous à tenter des trucs. Je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'un petit mot bien placé, ça vous crédibilise immédiatement, pas aux yeux des autres, à vos propres yeux. En gros, ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord être très dispo, mais aussi il faut faire grandir la confiance très vite. Parce que c'est pas du tout impossible d'apprendre à parler le start-upper, je l'ai fait, d'accord? Donc en fait, je captais rien de ce qui se disait, mais j'ai compris très vite qu'en fait, bah voilà, j'avais pas envie de rester une touriste trop longtemps. J'avais envie de participer aux discussions. J'avais envie de, certes, être dans une écoute, mais une écoute active. J'avais envie de pouvoir interagir avec les gens, donc j'étais obligée de maîtriser leur langue. C'était à moi de faire ce move-là, en fait. Donc du coup, j'ai commencé par imiter, et puis petit à petit, c'est rentré. En fait, c'est rentré assez vite. Il ne faut pas avoir trop peur de ça, ça va assez vite. Le truc, c'est qu'en fait, parler la langue du pays, ça va vous protéger ce que moi j'appelle le syndrome de l'architecte. C'est l'architecte qui dit on va construire un pont en lévitation en cristal sur 2 poteaux et qui file le brief aux ingénieurs, et après ça descend au chantier et les mecs se disent comment on va faire ça. Genre techniquement ça tient pas la route, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas accès, si vous ne parlez pas la langue, vous n'allez pas avoir accès à ce qui se raconte, vous n'allez pas comprendre la réalité de ces mecs-là, réalité business en fait. Et donc du coup, vous allez produire des choses pour eux qui seront décorrélées d'une forme de réalité très pratique. Et du coup, c'est difficile de se crédibiliser aux yeux des gens si on ne connaît pas, on ne comprend pas ce qu'ils vivent. Et la langue, c'est vraiment la passerelle, en tout cas j'ai eu le sentiment que c'était une passerelle qui marchait très très bien en fait. Je crois aussi que parler leur langue va vous permettre de ne pas vous vivre vous-même comme de simples exécutants. Il faut vraiment comprendre qu'en tant que designer, vous êtes certes au service de la vision de quelqu'un, mais vous devez aussi être force de proposition, d'accord? Et vous devez vous vivre comme des advisors, comme des conseillers, beaucoup plus que comme de simples exécutants de graphisme. Vous pouvez apporter cette valeur-là, vous avez une sensibilité en tant que créa qui est précieuse, vraiment. Vous avez les outils pour passer du monde de l'idée au monde de l'image, vous connaissez cette transition par cœur, et du coup c'est très important, voilà, de vous vivre vous-même comme des conseillers, parce qu'en fait c'est à vous de les aider à régler les curseurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma qui est hyper éloquent entre abstraction et hyper-réalisme, là en passant par tous les stades de représentation, voilà. C'est hyper éloquent comme schéma, je voulais vous le mettre, mais bon, je
je ne vais pas forcer parce que sinon j'étais lancée dans une explication scientifique du schéma et on perdait encore 2 semaines. Donc, du coup, voilà, regardez-le, un de ces 4 si vous avez l'occasion de le regarder. C'est vraiment à vous de les aider à savoir, en fonction de tous les critères que ça implique, et c'est une équation qui est quand même assez complexe, où ils peuvent, via quel langage, quel niveau de langage visuel, il est bon et il est judicieux pour eux de communiquer. Ça, c'est votre rôle. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas les outils numériques en main. Je ne produis pas de design, donc je ne transforme pas. Mais je sais pas, j'ai inventé ma propre... de toute façon, on invente nos propres jobs. Hein. Moi, j'ai décidé que j'étais coach en image récemment. Coach en identité, voilà. Donc, c'est pas ce que je dis à ma mère, évidemment, parce que sinon, elle a quand même le sentiment que j'ai pas de taf. Et ça marche pas si elle va à la boulangerie à Bischofsheim et qu'elle dit « Ouais, moi, ma fille, elle est coach en identité. » Bon, enfin, c'est pas grandiose comme intitulé, quoi. Donc, du coup, mais en tout cas, pour mes clients, je leur dis ça. Je leur dis, je ne produis pas de graphisme. En revanche, je vais vraiment vous aider à trouver le bon créneau de communication pour vous, en entrant en empathie avec ce que vous avez envie de raconter. Mettre sa créativité au service des autres, c'est un exercice qui est périlleux, qui est très particulier, mais qui a beaucoup d'avantages. Moi, par exemple, quand j'étais dans mon atelier toute seule, j'étais vraiment, finalement, très auto-centrée sur mon travail. J'avais un rapport à l'art qui était finalement assez nombriliste, qui est une bonne chose à certains moments. Mais en fait, j'ai découvert qu'en dénombrilisant justement la pratique de l'art, en mettant ma créativité au service du projet des autres, il se passait un truc étonnant, c'est que tout à coup, les enjeux étaient complètement différents. Et qu'en fait, j'arrivais à trouver une espèce de décontraction énorme à faire les choses. Pas parce que ça m'importait moins, mais parce que quand il ne s'agit pas de vous à proprement parler, de votre projet à vous, on arrive à être beaucoup plus clairvoyant, on se découvre beaucoup plus limpide en fait dans notre manière d'agir, et ça aide beaucoup à décrisper un petit peu son rapport à l'erreur, au fait d'avancer, on sacralise le faire, on fait des choses, on avance, il y a des deadlines à respecter, on fonce, et on ne se tétanise pas parce que tout à coup on a l'impression qu'on va rater notre vie, quoi. Pour moi, ça a été mais genre une révélation, parce que dans mon travail, plus tard, j'ai su récupérer ces automatismes, en fait, et m'en servir pour avancer pour moi, quoi. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'en travaillant avec les gens, et pas pour les gens, c'est juste un changement de comportement, mais finalement, en impliquant les gens dans le process de création, vous vous protégez d'une chose qui est assez chiante, qui est le changement d'avis chronique des gens, qui est finalement lié au fait que les gens ne s'approprient pas vos idées parce que ça reste strictement les vôtres. Créer ensemble, ça veut dire que tout le monde à la fin de la journée a l'impression que les idées sont à nous et pas à lui. C'est pas le créa qui a ses idées et qui pousse des idées. Non, le mec, il a aussi l'impression que c'est ses idées à lui, qu'il a construit avec vous, et du coup, il s'approprie ce matériau beaucoup, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort. Il y a une autre chose qui est très très importante, qui est probablement un des plus beaux conseils qu'on m'a donné ici. Pareil, une chose à laquelle intellectuellement j'ai réagi, une chose que j'ai pas compris pendant longtemps. On m'a dit, les idées ne valent rien. Dans une école d'art, les idées, c'est tout ce que tu as, hein, globalement. Hein. Tu as surtout des idées. T'es un mec en école d'art pendant 5 ans, tu es globalement surtout un mec qui a des idées, quoi. Et tes idées, c'est tes trésors et tu protèges. Parce qu'en plus, les gens se pétalent les idées d'une table à l'autre, donc tu fais attention. Les idées, c'est ce que tu as de plus précieux quand tu es étudiant en art. Et en fait, j'arrive dans un monde où on me dit, faux, hein, t'as mal compris, les idées ne valent rien. Je dis, les gars, moi, je sais pas, j'avais pas compris ça, mais si les idées ne valent rien, qu'est-ce qui vaut alors ? Et on m'a dit, quand une start-up arrive à The Family, on ne juge pas d'une idée, on juge d'une équipe. Il y a un truc formidable dont vous allez vous rendre compte, c'est un truc de ouf. Vous donnez la plus belle idée du monde à une équipe de merde, ça donne rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Vous donnez l'idée la moins sexy de la planète à une team de ouf, ça donne une petite licorne tranquillement qui sort de... Voilà. C'est étonnant de voir en fait que ce qui fait la différence, c'est la capacité d'exécution. Et c'est au-delà de toutes les réalités techniques et pragmatiques qu'il y a derrière un business, une réalité de marché, c'est la valeur humaine
finalement, qui portent toute aventure entrepreneuriale qui a de la valeur. C'est assez éloquent, vous allez rencontrer des gens, c'est assez étonnant de voir à quel point c'est vrai. J'ai eu une confirmation récemment, très récemment, j'ai fait la rencontre de 2 meufs qui sont dans le bocal là-bas derrière. Quand elles m'ont pitché la première fois, j'étais emballée, mais elles m'ont dit on fait des culottes pour les règles. Je me suis dit, wow, on va rentrer dans de l'imagerie féministe. Comment je sais pas. Je sais pas si je suis finalement trop excitée par l'idée. Je comprends que ça répond à un besoin qui est super vif. Parce qu'elles ont fait un sondage sur les réseaux et il s'avère que 3000 meufs leur ont dit en genre 2h30 qu'elles étaient en galère avec leur protection hygiénique, ce qui est quand même... voilà, il y a un vrai problème pour le coup. Mais j'étais pas embarquée tout de suite par le pitch de base. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est mes principales clientes. C'est les seules qui ont réussi à me choper, entre guillemets, parce que je résiste très fort pour l'instant contre l'embauche, qui pourrait changer un de ces 4. Mais j'ai pas envie, comme j'ai toujours ce statut un peu j'ai envie de changer, j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai envie de jumper d'un sujet à l'autre, de machin. Ça me plaît de fonctionner comme ça. Voilà, ça me convenait aussi d'aller d'un client à l'autre sans m'attacher spécialement à une boîte. Et en fait, ces meufs-là ont réussi à me choper, pas avec leur idée, mais parce que les culottes pour les règles faites par ces meufs-là, c'est un truc de dingue. Et c'est finalement leur état d'esprit à elles, et ce qu'elles sont elles en tant qu'êtres humains, qui m'a juste fait penser que se sédentariser, c'était la meilleure chose à faire là tout de suite. Vraiment, c'est la qualité d'une rencontre qui va aussi beaucoup déterminer ce que vous allez vivre. Leur identité aujourd'hui, elle ressemble à peu près à ça. Je voulais juste vous le montrer parce que vous entendrez parler d'elle, c'est sûr. D'ailleurs, les filles, si vous ne connaissez pas encore la solution, je vous invite à courir, ça change la vie. Et il y a des meufs qui nous le disent tous les jours. Et c'est vraiment plaisant de voir qu'on parle d'un sujet qui compte là. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on peut vraiment, vraiment s'amuser en bossant avec des startups. On n'est pas obligé de claquer des designs chiants, hyper corpo tout le temps, du tout. Ça dépend, tous les entrepreneurs ne sont pas les mêmes. Mais je crois vraiment que notre mission à nous, en tant que créa, c'est d'aider les gens, de les guider vers leur optimum créatif. Tout le monde a un optimum créa qui n'est pas le même, on n'est pas tous égaux, mais je crois que tout le monde peut faire l'effort d'ancrer sa boîte dans une poétique qui est bien à lui. D'accord ? Et c'est un petit peu ça notre mission, c'est d'injecter de la fantaisie là où, a priori, il y en avait assez peu. Et c'est-à-dire que donc quand je suis arrivée chez ces meufs, je les ai d'abord écoutées me parler et j'ai halluciné de voir ce avec quoi elles ont commencé à s'adresser à moi. C'est-à-dire qu'elles m'ont dit « Ouais, mais nous, on vend pas des culottes pour les règles, on est en train de prendre soin des femmes. Et si les culottes pour les règles, demain c'est fini, on fera autre chose. » En fait, ces filles-là, via ce qu'elles m'ont dit, via leurs valeurs, via leur comportement, m'ont dicté tous les comportements graphiques qu'on devait avoir. Là, ce que vous voyez, alors tu m'as changé le truc, là, ce que vous voyez en haut, c'est leur emblème. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un logo, comme tout le monde. Le logo, c'est la genèse d'une marque. Mais en les écoutant parler, j'ai compris qu'on n'était pas en train de créer une marque, qu'on était en train de créer un mouvement, qu'on avait envie de fédérer des gens autour d'un point de vue. Parce que c'est ça qu'ils ont de plus précieux, les mecs, c'est le point de vue qu'ils portent sur leur business. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais si on est un mouvement et qu'on n'est plus une marque, c'est pas un logo dont on a besoin, c'est une emblème. C'est une fucking emblème qu'on va pouvoir mettre partout et autour de laquelle les gens vont pouvoir se fédérer et comprendre qu'ils font maintenant partie d'une communauté, etc. On a fait le choix de prendre le contre-pied total de ce que l'inconscient collectif aurait attendu de nous. Genre, il n'y a pas de culotte, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de... rien du tout, parce que ces meufs-là ont ce discours-là. Elles m'ont dit, mais nous, les règles, avec la solution qu'on a mis en place, les règles, c'est easy, on n'a plus besoin d'en parler. Les règles, notre but, c'est que les règles, ce ne soit plus un problème. Donc du coup, je me suis dit, ok,
Si le but c'est de solutionner une chose, pas besoin de le montrer. C'est le next level, quoi. On peut passer à autre chose. Et elles m'ont raconté des anecdotes incroyables à propos de leur vie. Et c'est ce matériau-là qu'on a utilisé pour construire toute leur identité graphique. C'est-à-dire que c'est eux qui vont vous dicter les choix. Vous êtes des traducteurs, vous êtes des exauceurs de valeurs. C'est vous qui passez du monde des idées au monde des images. Donc moi, aujourd'hui, je gère cette relation humaine avec les gens, mais je vous l'ai dit, je ne bascule pas vers du graphisme. Vous, ce qui est charmé, c'est que si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, vous pouvez avoir les deux casquettes. Vous pouvez être full stack. Dans le milieu, on appelle ça être full stack. Voilà, je vous le dis, c'est votre premier mot de lexique start-upper. Soyez full stack, soyez des couteaux suisses, ayez toutes les casquettes, soyez transversaux, ne vous interdisez rien du tout. Donc ça, c'est par exemple la slide qu'on a utilisée. Donc récemment, on a fait un événement. Est-ce que tu peux appuyer sur espace, s'il te plaît? Parce que c'est un volcan. Non, sur le volcan. Voilà. Hop. En fait, ça bouge, c'est animé. Bref. Peu importe, le volcan fait de la fumée, d'accord? Je peux vous le faire. Et donc du coup, il va le faire, attention. Et donc en fait, ça, c'est une slide qu'on a créée juste pour vous dire à quel niveau de folie vous pouvez amener les gens. Quand elles sont venues me voir au départ, Fempo, elles ont eu l'honnêteté de me dire on n'est pas allé méga loin dans le design, on est surtout focus business, donc bon voilà, mais on a envie. Je veux dire, en 6 mois, on est arrivé à faire danser une meuf qui s'appelle Ashley Beckett, qui est une danseuse de crump incroyable. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le crump, c'est une espèce de danse énervée, c'est du hip-hop complètement énervé. La nana est arrivée, elle a parlé, elle a embrace what mama gave you, quoi. Elle est arrivée, elle a pris son corps, elle a dansé, c'est une petite meuf, trop jolie, machin, elle a dansé énervée, pour convier cette idée que finalement le rapport au corps, en tout cas tel que Fempo le conçoit, c'est un rapport qui est dans une espèce d'agressivité positive, espèce d'énergie folle, où tout à coup le corps devient un outil dont on a conscience, avec lequel on peut se mouvoir sans limite, et sans... Voilà. Ça pour vous dire que vraiment, les mecs au départ peuvent avoir un potentiel de folie et de fantaisie qu'il ne faut jamais sous-estimer. Perso, j'ai eu peu de mauvaises surprises. Si vous arrivez à injecter cette fantaisie-là dans cette interaction, ça peut aller très loin. Et vous allez participer au départ de très très belles histoires. C'est-à-dire que, moi je me rappelle avoir rencontré Agricool. Vous connaissez Agricool ou pas? Les fraises dans les conteneurs. J'ai goûté dans un château à la campagne avec Alice et Oussama les premières bébés fraises Agricool à un moment où ils s'appelaient encore local. Genre ce nom. C'était parce que c'était très local. Local. Ils ont doublé le nom, c'était fou. C'est pourquoi. Bon, du coup, on est arrivé très vite au name storming. Et d'ailleurs, on a trouvé le nom d'Agricool pendant un workshop qu'on a fait ensemble au départ, alors que Agricool n'existait pas encore. C'était juste, enfin, ça existait déjà dans le cœur de 2 hommes. Ben, Miss France est arrivée, ça y est. T'as vu, ça arrivait dans le cœur de 2 hommes qui étaient. Non, mais c'est vrai, en fait, je m'en fous d'être une Miss France. Ça existait déjà dans le cœur de ces 2 mecs. Et en fait, Oussama, il nous a dit, faut changer de nom. Et avec Alice, on a fait un name storming. Je vous le donne, celui-là aussi, il est gratos, le name storming. On a fait un name storming, on s'est dit comment ils peuvent s'appeler, machin, donc local, ok, on va passer sur autre chose. On est arrivé à faire des propositions de type, peut-être qu'ils vont s'appeler Fraise Aster, avec des jeux de mots nazissimes, mais nazissimes, vraiment. Et Oussama arrive à un moment, il nous dit, les meufs là, ça va pas du tout, faut trouver autre chose, vous avez rien compris, c'est que des noms en français, les mecs ils vont éclater le monde entier, donc c'est pas la peine de rester Frenchy dans le nom, faut trouver un truc simple, punchy, qui marche dans les 2 langues. Et moi, un petit peu exaspérée, je me suis dit, je sais pas, il y a que 2 mots, hein. Alors il y a agriculture et cool, quoi. On a qu'à les appeler Agricool, quoi. Et Oussama, il s'est levé, c'est véridique, je sais même pas si lui, il s'en souvient, moi ça m'a marqué de ouf, il s'est levé, comme ça, avec son aura de Oussama. Il s'est levé, il a fait « C'est génial, achetez le nom de domaine maintenant ». Et genre, Alice et moi, on est restés genre « Ah oui, ok, on est parti et on est allé, on a vraiment acheté le nom de domaine Agricool ce jour-là ». Enfin, je veux dire, moi aujourd'hui, quand je vois où ils en sont, je me rappelle avec tellement de tendresse en fait de ces moments-là. Comet, c'est pareil, c'est des mecs que j'ai rencontrés au départ.
comment on a trouvé le nom Comet. Enfin, je me rappelle, on était dans une pièce et je disais à Charles, mais Charles, mais pour toi les freelances, mais c'est quoi? Et il me disait, mais je sais pas, c'est des mecs qui sont loin, tu vois, et ils sont dans le futur, et les mecs qui doivent les recruter, tu vois, ils sont sur Terre, eux, et tac, ils essaient, c'est fugace, tu vois, c'est de l'énergie, il faut les choper. Et on était là, ouais, un peu comme une comète, quoi, tu vois. Et en fait, c'est ouf, parce que ça, c'est des points de vue bien personnels sur des business, et ça donne des histoires incroyables, et pouvoir participer à l'écriture de ces aventures-là, c'est un peu dingue. Le but absolu pour nous, je vous le dis, là, Miss France va taper un grand coup, va arriver, je vais mettre mes cheveux de côté, Miss France va parler. Il faut réussir à faire du design sincère. Là, on est tombé dans le légume bio immédiatement, c'est chaud. On est tombé dans le business, non, c'est vrai. En fait, quand je vous dis qu'il faut réussir à faire du design sincère, ça veut simplement dire qu'en fait, il faut se prémunir contre un phénomène hardcore qu'on voit souvent, qui est cette espèce de phénomène de dissonance terrible qu'il peut y avoir entre un mec et l'identité visuelle de sa boîte. Il y a des moments où ça devient très très clair en fait. C'est-à-dire que quand tu vois, je sais pas, alors je vais balancer un peu, mais quand tu vois par exemple Accor Hotel qui adresse sa cible avec des emojis, tu dis, bon, les gars, on n'est pas dupes, en fait. Hein, on le sait que vous textez pas avec des emojis, quoi. Tout le monde le sait que la team, elle n'a pas 16 ans et demi. Donc, à un moment, arrêtez de faire genre. Et parce qu'on veut s'adresser à telle et telle cible, tu vois. Comme moi, je crois que c'est très important de déconstruire, en fait, de comprendre que les prémices du marketing, aujourd'hui, elles sont souvent mauvaises. D'accord ? La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va marcher ? Qu'est-ce que les gens veulent ? Pour les plus audacieux, c'est comment on fait le buzz ? Mais ça ne devrait pas aller dans ce sens-là. Je crois que c'est une erreur d'aller dans ce sens-là parce que tout à coup, on s'habille avec des fringues qui ne nous vont pas. C'est le phénomène, un exemple très simple. Vous êtes en train de... Bon, c'était il y a longtemps pour moi, pour vous aussi probablement. Vous êtes en train de vous préparer avec vos copines dans votre chambre pour aller en soirée. Et il y a votre papa qui rentre et qui dit « Hey, ça va les jeunes ?» Putain, il y a 0 jeunes qui disent les jeunes, quoi. Ben, voilà, mais c'est pardon papa, il regarde pas mes vidéos, je m'en fous. Mais le truc c'est que, en fait, c'est ça, cette dissonance-là, d'essayer de connecter avec une cible qui est pas toi, en finalement en collant brutalement des codes, en s'appropriant des codes qu'on maîtrise pas, et ça donne un truc un peu, voilà quoi. Mon père l'a jamais fait, ça putain s'il regarde. Mais voilà, donc design sincère, parce qu'en fait, avoir un design qui est en cohérence avec ce que les mecs sont profondément, tout à coup, ça va être aligné, ça va être juste. Et ce qui va émaner de cette justesse-là, c'est, je crois, d'une puissance assez incroyable en termes de vente. Et pour moi, le marketing devrait aller dans ce sens-là. La plupart des gens qui viendront vous voir, la plupart des entrepreneurs, ont cette espèce parce que le design, c'est une chose qui peut être intimidante. C'est pas son métier. Bon, voilà, il y a un truc un peu intimidant là-dedans. La plupart des gens qui viennent me voir, ils me disent « Bon, mais moi, tu sais, j'ai pas de goût. » Je leur dis « Si, ils sont peut-être mauvais, mais t'en as. » En fait, on a tous des affections particulières pour certaines esthétiques. Et l'idée, en fait, via cette pédagogie, vous allez leur permettre de reconnecter, ou de connecter tout court, si ça ne s'est jamais passé, avec leur goût à eux. Et après, il faut transformer ça et les mener jusqu'à justement ce fameux optimum créatif. Il faut les guider dans ce truc d'audace et de dinguerie, quoi, et de coolitude. Mais l'idée, c'est pas du tout d'apprendre aux gens à être cool. On n'apprend pas à quelqu'un à être cool. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ils sont cool et de les aider à définir leur propre, de les aider à trouver leur propre définition du cool. Ça va, j'ai perdu personne? Ça va? Ok. Donc du coup, voilà. Amener de la cohérence et travailler vraiment, moi je me considère un peu comme une sage-femme du design. J'ai vraiment l'impression de faire accoucher les gens. Non mais c'est vrai. Au départ, les gens ils me disent « Ah ouais, putain, j'avais jamais réalisé que je kiffais ça. » Et en fait, c'est vraiment parce que je me connecte à eux
Et j'essaye de leur faire prendre conscience que leur univers, ce qui leur va, ce qu'ils aiment profondément, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que si vous faites une chose qui est cohérente et qui est juste, en fait, ça aura le même impact. Vous irez chercher n'importe qui avec ce type de design-là. Ça, c'est ma règle préférée, peut-être. C'est parce que je présente ma meilleure pote. Shine bright like a diamond. Parce qu'en fait, la justesse et la cohérence brillent, au sens presque propre. Je vais vous raconter une histoire. Donc, je suis passée de l'art contemporain au monde des startups, au cours Florent. Voilà. Je me suis retrouvée dans un cours de théâtre à 28 ans. Voilà. Donc, tu périmes déjà, périmé. C'est fini, le conservatoire, ça s'arrête à 25 ans. Donc déjà, la sensation d'arriver un poil trop tard, j'ai décidé que ce ne serait pas le cas. Donc je vais changer le game, hein, mais quand même ce truc-là. Et quand vous arrivez le premier jour au cours Florent, il ferme les portes à clé pour que les gens ne s'enfuient pas. C'est pas vrai, mais franchement, il devrait. Et en fait, le prof, il te dit, premier exercice, méga simple, vous allez chanter une chanson a cappella devant 30 mecs que vous connaissez pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, franchement, je vais pas faire 10 minutes là-dessus, mais ton corps, c'est plus ton pote. Hein. C'est fini, chacun fait route à part. Moi, je me suis dit, mec, on joue dans la même équipe, je serai un moment, reste avec moi, tu vois. Non, mais sincère, j'ai transpiré de la moustache. Tu transpires de zones qui n'existent même presque pas. Tellement t'es stressé et tellement tu te dis, vas-y, là, si je vais voir un médecin et que je lui décris les symptômes que je ressens là, il va me dire, c'est cool, il vous reste 5 minutes. Hein. Qu'est-ce que faites quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez canner, quoi. Le stressomètre au max. Et donc, du coup, j'ai chanté une chanson. Voilà. J'avais l'impression d'entendre ma voix pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que mes jambes se sont levées avant mon cerveau. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Genre, dissocié, j'ai vécu une dissociation corps-esprit sur un truc fou, quoi, lié au stress. Et donc, bref, j'ai chanté mal, c'était pas ouf. J'ai chanté une chanson de Linda Lemay. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Si, parce que j'aime bien faire l'accent québécois, je me suis dit que ça allait être gaulerie. Quelle belle idée, quoi. Et en fait, donc c'était nul, peu importe. Et en me rasseyant, donc j'ai quand même vu les 29 autres personnes chanter. Et en fait, il y a un truc très très clair qui s'est passé, assez étonnant. C'est qu'en fait, il y avait 2 catégories de personnes. Et c'était absolument pas les gens qui chantaient bien et les gens qui chantaient mal. Pas du tout. C'était les gens qui assumaient et les gens qui n'assumaient pas. C'est étonnant. Il y a un mec qui a mis en lumière, en fait, tout ce truc-là. Il est arrivé sur scène. Le mec, c'était pas Brad Pitt, d'accord? Beau gosse dans son genre, mais tu vois, voilà, pas un physique aléatoire, tu vois, pas un physique de magazine. Il est arrivé sur scène. Il a chanté, je mens pas, hein, le Zizi de Pierre Perret. Il a choisi cette chanson, ça veut dire qu'à un moment, il s'est posé la question, il s'est dit, ouais, franchement, je vais faire ça, je vais y aller avec ça. Il a chanté le Zizi de Pierre Perret. Et il était sublime. En fait, il y a une expression dans le théâtre qui dit « ce mec avait trouvé son clown ». C'est-à-dire qu'en fait, il avait créé un petit objet de théâtre autour de l'aura comique naturelle qu'il avait. Et ça devenait incroyable. Alors que tu avais des meufs super jolies, 20 piges, méga gaulées, genre franchement un bon CV au départ, des voix incroyables qui chantaient Adèle, mais comme c'est caché, rouge, transpirant, rien. Et pas de magie du coup. Pas de magie parce qu'il se passe rien, parce qu'elle n'assume pas d'être belle et talentueuse et machin. C'est vraiment la clé. Quand tu assumes, quand les choses sont alignées, cohérentes, tu te mets à briller. Et pour vous, le challenge, je crois que tout le monde doit assumer en fait dans cette histoire. C'est une collab avec les entrepreneurs et tout le monde doit assumer. C'est-à-dire pas seulement eux, bien sûr, vous devez les aider à assumer ce qu'ils sont profondément et à prendre conscience dans le fait que ça peut être brillant via votre savoir-faire, mais vous aussi, vous devez assumer. Et je crois qu'en fait, il y a une espèce de tension qui n'est pas évidente à trouver au départ. Je crois qu'au départ, il faut être très disponible, très neutre et dans l'écoute, donc il faut peut-être faire taire un peu quelque part sa singularité au départ de l'aventure pour être dispo. Et après, une fois qu'on s'est saisi de cette matière première, qui est leur vision, leur valeur, etc., il faut revenir en force
avec tout ce que vous avez de plus singulier et de plus puissant à produire artistiquement parlant et esthétiquement parlant. D'accord ? Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Au-delà d'être un conseiller, il faut que vous soyez un guide. Il y a une phrase de Steve Jobs que j'aime beaucoup qui dit la plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous leur montriez. Je crois que c'est très vrai. Il y a une deuxième phrase que j'adore qui dit on est des criminels de la mode, pas des fashion victims. Je pense que vous la connaissez. Votre rôle en tant que guide, on parle beaucoup de pédagogie, mais c'est très vrai. Je crois que c'est à vous de leur faire comprendre, en tout cas de déconstruire certaines idées préconçues qu'on a par rapport au design. C'est à vous de leur dire que chiant, avoir l'air chiant, ça ne veut pas dire avoir l'air sérieux. C'est à vous de leur expliquer. On peut tous être victimes de cette inertie-là où on a tous, si on fait un truc dans la banque, on a tous envie d'être bleu marine et d'être chiant parce qu'on sait que ça va inspirer la confiance aux gens. Vraiment, je vous fais confiance. Là, je vous passe mon bébé aussi. On est responsable de déconstruire ces fausses idées-là. On est responsable de leur dire que sérieux et fun, c'est possible. Je me les suis notées, carrément. Sérieux et fun, c'est possible. La data, ça peut être compréhensible et sexy, méga important. Que la tech, c'est pas forcément froid et cryptique, clairement. Enfin, je veux dire, Apple l'a fait, je vois pas pourquoi nous, on ne pourra pas le faire derrière. Et aussi, très important, que la tendance ne veut pas dire cool pour toujours. Même pour vous, hein, ça c'est un warning qu'il faut donner à tout le monde. Hein. Être tendance, c'est être cool pour une saison, on le sait. Faire très attention de produire des designs qui sont un petit peu plus intemporels que ça. C'est-à-dire ne pas se laisser happer par on est entouré de bon goût. Paris, c'est la capitale du bon goût. Je veux dire, dans la rue, il n'y a personne qui fait de faute quasiment. Enfin, moi, je manque de mauvais goût à Paris. Je me fait chier parfois, un petit peu. Genre là, c'est la Fashion Week, j'ai regardé les gens dans la rue, je me suis dit, bon, je ne suis pas non plus représentatif de ce qu'on peut faire de plus fou, hein, c'est pas la question, mais bon, moi, j'ai pas la prétention de faire partie de la Fashion Week aussi. Bon, mais il faut vraiment lutter contre ces phénomènes de tendance, parce qu'en fait, une tendance, et vous le savez aussi bien que moi, c'est un phénomène, c'est une chose qui par essence est péremptible. Ce qui est valable printemps-été, c'est plus valable automne-hiver. C'est une mécanique qui existe, on la connaît. Donc il faut faire attention un petit peu à ça. Et c'est-à-dire qu'en illustrant des choses un peu plus intemporelles, telles que des valeurs, c'est quand même une chose qui est très stable à l'intérieur d'un être humain, normalement, ces valeurs. Ben, si vous illustrez ces choses-là, vous allez forcément donner lieu à un design qui est plus intemporel. Et donc je crois que vraiment... il faut aussi accepter d'avoir une vision un peu, enfin, je ne sais pas si c'est non élitiste, quoi, mais je crois qu'il faut accepter que vous n'allez pas raconter aux gens qui vont devenir designers. Moi, je ne mens pas aux gens. Je ne dis pas aux entrepreneurs, je vais faire de vous des artistes, je vais faire de vous des designers. C'est pas ça. Mais c'est avoir confiance dans cette idée, dans cette croyance que tout le monde peut prendre goût simplement au fait de faire des choses et de communiquer à propos de choses qui nous sont précieuses. Je crois que là-dedans, il y a une chose, il y a un point commun qui est probablement l'épicentre de tout ce que j'ai pu vivre ici, qui est l'amour commun du bricolage. Alors, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui pourraient planter une vis avec un marteau, franchement, c'est possible. Je ne parle pas seulement de bricolage matériel, tangible, je parle de cet esprit du bricoleur, cet esprit du hacker en fait. D'accord ? Ce mindset-là, on l'a en commun. Et ça, c'est vraiment une chose, je crois que le bricolage, en fait, c'est le langage commun entre les entrepreneurs et les créatifs. Il faut prendre confiance en cette chose-là, parce qu'en fait, au départ d'une aventure entrepreneuriale, il y a une chose assez étonnante, c'est qu'on a peu de moyens financiers et peu de moyens humains, en théorie. Enfin, en tout cas, ça arrive très souvent, d'accord ? Donc les gens, en fait, sont obligés d'être très transversaux et d'être des vrais couteaux suisses dans leur propre domaine. Moi, j'ai été étonnée de voir à quel point les entrepreneurs étaient des gens ingénieux et agiles, intellectuellement, mais aussi matériellement parlant. J'ai vu des boîtes se monter sur des idées, mais génialissimes, mais de l'ordre du système D, mais abusé vraiment. Et je me suis rendu compte que en fait, c'est un peu via ce truc-là que j'ai senti que j'étais à la maison, quoi.
Parce que la culture de la débrouille et du bricolage était vraiment une partie importante de l'ADN de l'endroit dans lequel j'étais. Et vraiment ce mantra « fake it until you make it », il est précieux, vraiment. Genre, allez-y, n'ayez pas peur de l'imposture. Je crois que ce truc de commencer avec 2 bouts de ficelle et 250 €, c'est vraiment l'histoire de Fanny et Claudette. Hein. Elles ont vraiment commencé à faire des culottes. Aujourd'hui, elles m'ont donné une data incroyable la dernière fois. Elles m'ont dit, on a 30 000 utilisatrices. Je lui ai dit, ouais, bon, enfin, moi, c'est pas clair, 30 000 personnes, je me représente pas ce que c'est. Elle m'a dit, vas-y, fais simple, tout Biarritz porte des culottes. Et je me suis dit, dang, tout à coup, ça prend du sens, quoi. Tout Biarritz avec des culottes, Fempo et tout, quoi. Ça y est, la digression, elle est faite là. Là, je me suis perdue. Non, voilà, donc fake it until you make it. Il faut vraiment pas hésiter à, au départ, prendre un bout de tissu, une machine à coudre et faire des protos. Et 6 mois plus tard, on peut être très très loin. Je veux dire, c'est vraiment des bricoleurs de génie, quoi. Il y a vraiment des idées comme ça. Donc, agilité, ingéniosité, transversalité, c'est vraiment des valeurs qui sont extrêmement valorisées ici. Ensuite, il y a une autre chose. C'est probablement le point le plus violent auquel j'ai fait face ici. Alors autant, on bricole parce qu'on a peu au départ, d'accord ? Donc le bricolage a du sens parce qu'on a peu de moyens, mais on bricole aussi parce qu'on n'a pas le time. Que ce soit très clair, la plus grande différence qu'il y a pour moi entre un artiste et un entrepreneur, c'est la dimension temporelle. Les mecs n'ont pas du tout le temps. C'est-à-dire que dans le monde des artistes, en tout cas moi là où j'étais, donc à la cave de mes parents à Bischofsheim, France Culture, une odeur de thé un petit peu agréable, 2 semaines tranquillement pour choisir la couleur d'un pendentif, j'étais dans un rapport au temps qui était relativement dilaté, quoi, pour dire les choses, tu vois, paisiblement, quoi. Je suis arrivée ici, je me suis fait gifler. Littéralement, je comprenais pas. C'est-à-dire que j'ai été managée par Alice Zaguri, qui est une personne qui vit dans une autre dimension que moi, et qui m'a fait face à un truc terrible. C'est-à-dire qu'au début, j'ai reçu des briefs, les gars, mais improbables. Donc moi j'arrivais, donc déjà j'avais l'impression d'avoir dormi sincèrement 25 minutes, tu vois, au bout d'un moment j'étais excitée comme une ouf d'aller au boulot le matin. Et j'arrivais et Alice elle me disait, je me le suis écrit même, je m'en suis écrit un parce que je m'en souviens, bon c'est partiellement vrai évidemment, mais le genre de truc que je pouvais entendre. Donc elle m'écrivait sur Slack, ça commençait toujours par meuf, virgule. Toujours. Meuf en majuscule, histoire de bien comprendre que j'allais prendre un truc dans la tête en mode sois bien, ouvre grand tes oreilles, tu vois. Elle me disait des trucs du genre, meuf, tu loues un semi-remorque à Paris, déjà, on commence par là. Tu loues un semi-remorque, tranquille. Tu vas chercher des palmiers géants à Rungis. Mec, c'est où Rungis ? Déjà là, j'avais 3 infos que je captais pas. Donc, mais quelle variété de palmiers ? Déjà un peu, j'étais fébrile. Tu vas à Rungis, t'achètes 2 palmiers, tu les charges, tu reviens ici. Elle me disait quoi ? Alors, voilà, tu prépares la décoration pour un dîner. C'est cool, il n'y a que 300 personnes. Le thème, c'est Barocco Coco 3.0. Déjà, vas-y. Déjà là, il est 9h15, les gars. Je suis pas yes. Donc, elle me dit Barocco Coco 3.0. C'est pas grand-chose. C'est une boîte de SF qui fait du tracking de data pour une fusée en bambou qui va décoller dans 25 minutes. On va tous se connecter par iWatch en mode Power Rangers tranquillement. C'est rien de... Tu vois, et elle me disait, t'inquiète, t'as tout dans un drive. Ça devrait être prêt vers 15h10. Les gars, moi, je regardais je sais pas si vous avez eu des flic-flac quand vous étiez enfant. C'est les montres un peu pétées là. Bon, je regardais ma flic-flac, j'avais envie de vomir. Je me disais, mais dans ma vraie vie, normalement, moi, je me planifie la moitié sur 22 ans à peu près. Et là, concrètement, j'ai 6 heures, quoi. Je savais même pas, limite, elle me disait, je lui disais, mais Alice, peut-être j'ai pas mon permis, peut-être tu t'es pas posé la question. Elle me disait, yes, hacker. Ouais, j'étais sûre, enfin, à ce moment-là, c'était plus Crocoland, c'était Sumland, je savais plus comment m'en sortir, j'étais perdue, quoi, véritablement perdue. Bon, donc, 6 mois avant ça,
J'étais en train de broder des cheveux sur des couvertures. Enfin, vraiment, la violence, le choc. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que le choc, je l'ai vécu dans deux sens. Je l'ai vécu en arrivant, je l'ai vécu en partant. Et je vous promets qu'on gagne vraiment à se faire accélérer de cette manière-là, parce que vous allez devenir, si vous arrivez à vous caler sur le fuseau horaire des entrepreneurs, vous allez capter une espèce de puissance d'action et de rapidité d'action qui est précieuse pour la suite. C'est-à-dire que je suis sortie de là, je suis arrivée au cours Florent. J'ai eu l'impression que le monde y tournait au ralenti. Je pétais des plombs. Je me disais, mais c'est pas possible. Elle est où ma Alice le matin qui me dit genre, yes, on va construire un théâtre en plein air. Enfin, je veux dire, j'ai manqué de ça par la suite. Donc prenez conscience que oui, c'est violent. Oui, ça peut même paraître décorrélé d'une certaine réalité, quoi. Mais ça aide à avancer un truc de ouf. Et ça peut vous aider aussi vachement à ne pas vous réfugier dans la technique. Parce qu'en fait, vous sortez d'école, on vous a beaucoup éduqué à l'idée qu'il fallait être techniquement parfait. Je crois que c'est pas le cas. Je crois vraiment qu'il faut décomplexer votre pratique et vous caler sur un bon tempo, qui est le leur, en fait, il faut faire cet effort-là, et trouver des compromis entre quelque chose qui est pas parfait, mais qui est extrêmement efficace. Enfin voilà, faut faire un petit peu votre cuisine, mais je crois que le temps, c'est vraiment une des données les plus importantes. Dans cette dynamique de gagner du temps et de bricoler, alors moi j'avais de la chance parce que c'était une obsession pour moi, c'était la notion d'hybridation. Je crois que l'hybridation, c'est une chose qui va vous être extrêmement utile dans votre manière de créer pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que là, on en est à vous avez poussé une porte, vous êtes obligé maintenant de déconstruire, enfin, vous avez le choix, mais je vous conseille fortement de désacraliser votre pratique du design, si en tout cas vous mystifiez un peu le bordel. C'est vraiment de dire la création ex nihilo, on n'est pas des vecteurs de Dieu, on ne crée pas l'innovation parfaite tout le temps. L'art ne jaillit pas du néant. D'accord ? On est entouré d'images, entouré de références, pour peu qu'on s'y intéresse et qu'on ait un vrai amour de l'image. Je veux dire, on est des éponges, quoi. On bouffe du contenu à longueur de temps, on est pétri de références, pétri d'images. Et je crois que ce truc-là, il faut l'assumer. Et il faut accepter qu'en fait, on fait notre cuisine en piochant dans une matière première qui existe déjà et qu'on va s'approprier, transformer et réinterpréter au service d'un sujet que vos clients vont vous donner. D'accord ? Donc c'est vraiment une petite cuisine. Je crois que à la fois le bricolage, voilà, la transversalité, le métissage des images, c'est une logique de création qui marche très très bien dans un écosystème comme celui-là. D'accord ? Parce que ça donne lieu à de la rapidité et aussi ça va ancrer les choses dans le réel. C'est-à-dire que ici on m'a donné l'opportunité de faire des choses folles. On m'a donné l'occasion de monter sur scène avec une personne qui avait fait l'ENA, par exemple. Nicolas Collin et Julia Moroche sur une même scène, pour vous dire à quel point les mecs n'ont pas du tout peur de l'hybridation. C'est-à-dire qu'on était parti sur une forme de talk schizophrénique quasi, et on a parlé de marketing ensemble. Et en fait, c'est étonnant de voir à quel point tout à coup c'était un point de vue qui était dense et qui était plein de contradictions, mais aussi du coup super intéressant pour les gens. Enfin, j'espère, mais je crois. Je vous ai mis en lien à la fin des slides, vous allez récupérer les slides. Je vous les donne juste pour que vous vous rappelez, parce que je parle trop et que vous allez oublier des trucs. Il y a une tendance, alors oui, il faut se méfier des tendances, mais il faut les connaître. Il y a une tendance, something is going on. C'est une tendance qu'on appelle le Kemp. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai lu un article absolument génial sur le Kemp récemment. Je vous ai juste chopé une phrase. L'esthétique Kemp, qui mélange kitsch, mauvais goût et extravagance, s'est emparée du monde de la mode. Donc c'est une chose qui se passe en ce moment. C'est une réponse à la morosité ambiante dans un monde saturé d'images et d'informations. C'est l'amour de la normale, de l'artifice et de l'exagération. C'est la dépense stylistique, le triomphe du style androgyne et efféminé. L'extension la plus poussée en sensibilité de la métaphore de la vie vécue comme du théâtre. C'est-à-dire qu'il se passe un truc en ce moment, dans le monde de la mode, qui est une espèce de combat qui est mené contre la chiantise ambiante.
C'est assez fabuleux de se rendre compte de ça. Donc, si vous avez ces connaissances-là, si vous savez ce qui est en train de se tramer, guidez les gens vers cette espèce d'explosion. On sait que là, il y a quelque chose c'est excitant ce qui est en train de se passer. Les gens ont envie de dire non à la chiantise. Donc, du coup, emmenez ces gens, emmenez les entrepreneurs à suivre ce genre de phénomène et emmenez-les à décoller avec vous, quoi. Et pour vous qui parlez le langage Photoshop, je crois que c'est très éloquent. Quand moi je parle d'hybridation, je m'imagine toujours des calques Photoshop. C'est-à-dire que les références qu'on va superposer, en fait, sont comme des calques au travers desquels une nouvelle lumière va filtrer, une nouvelle définition des choses va filtrer. Et en fait, la nouveauté, elle est liée à ça, elle jaillit de ça, d'un mix de références qui tout à coup redéfinit complètement les choses. Alors, autre chose, le feedback, c'est des cadeaux qu'on vous fait. Tous les feedbacks que vous allez recevoir, c'est des cadeaux immenses qu'on va vous faire. Je crois qu'il y a une chose très importante, c'est comme c'est une interaction qui est humaine, qui est sensible, qui est basée sur des choses, l'esthétique, la problématique de l'esthétique, ça reste quelque chose de subjectif. On peut faire des erreurs. La première erreur, je vous en ai parlé, c'est de ne pas être assez empathique et du coup de projeter des choses sur les gens qui ne sont pas justes à propos d'eux. Je crois qu'en fait, le meilleur conseil que je puisse vous donner par rapport aux erreurs que vous allez potentiellement faire, et il y en aura, c'est de bien placer votre ego. Ce qui vraiment est, il ne faut pas mal interpréter cette chose-là, je ne vous demande pas de vous débarrasser de votre ego, jamais de la vie. Jamais de la vie. Par contre, il faut savoir le mettre au bon endroit pour savoir être agile, itérer et rebondir par rapport à ce que les gens vont vous donner comme retour sur ce que vous produisez pour eux. D'accord ? Le problème de cette méthode, c'est que c'est des choses qui se passent dans un temps qui est compressé. À propos de choses subjectives, la marge d'erreur, elle est grande. Il faut accepter que c'est un travail qui est progressif et qui est itératif. D'accord ? Et l'itération, cette espèce d'agilité-là, on la trouve quand justement l'ego n'est pas blessé et qu'on n'arrête pas d'être dans la communication. D'accord ? Il faut comprendre que l'innovation, les gens sont averses au risque un peu par défaut. D'accord ? Quand vous menez les gens vers de l'innovation, vers l'inattendu, vers l'audace, je veux dire, c'est humain de se braquer face à ça. D'accord ? Et c'est en ça aussi que vous devez être vraiment empathique, c'est-à-dire que vous ne devez pas prendre leur refus personnellement, vous devez comprendre la mécanique qui est en marche, à savoir, putain, mais il y a des peurs qui sont classiques. Quoi, je veux bien faire confiance à ce créatif qui me dit d'aller dans ce sens-là, mais si je fais ça, parce que c'est pas ce qui est attendu par mon public, les gens vont, s'il y a déjà une communauté, ma communauté va se barrer, je vais être critiquée, les gens vont pas aimer mon produit, mon apparence, mon identité graphique va être critiquée, va être mal acceptée, je vais perdre des followers, je vais avoir peine à en gagner, etc. Il y a des peurs qu'il faut comprendre en fait. Des peurs qui sont complètement compréhensibles, quoi. Mais c'est à vous de les rassurer et de leur faire comprendre que voilà, l'audace, c'est un chemin qui prend du temps, il ne faut pas le prendre personnellement. Vous n'êtes pas votre travail, il faut réussir à comprendre que c'est le travail et ce que ça implique de résultats émotionnels qui est critiqué et pas vous. Et la deuxième erreur, donc c'est ça, c'est de se tromper à propos des gens. Et je crois que là, il faut savoir très sainement ne pas se braquer, se remettre en question, se remettre à poser des questions, à entrer en connexion avec les gens pour essayer de voir ce qu'on a mal reçu, ce qu'on a mal compris. D'accord ? Et c'est cette posture-là qui va vous permettre de vraiment transformer le feedback en énergie incroyable et en outil finalement de mesure quant à la justesse de ce que vous faites. C'est difficile d'être créa quand on est quelqu'un de très sensible, parce que quand on est très sensible, on a tendance à être un peu, comment est-ce qu'on dit ? Quand on te fait une vanne, susceptible. J'ai oublié le mot tellement il me fait chier. C'est susceptible. Il y a un autre mot dont je me souviens jamais, c'est les bonnes résolutions. Je perds toujours ce mot, tellement mon cerveau ne veut pas l'imprimer qu'il existe ce truc-là. Bon. Et donc du coup, voilà, il faut vraiment ne pas prendre les choses personnellement pour réussir à faire ce métier sereinement, en ayant quand même une sensibilité qui est très grande.
dans la catégorie des sujets qui fâchent un peu, je vais vous raconter une histoire, parce que franchement, c'est la slide, j'aimerais passer si peu de temps là-dessus. Genre, encore aujourd'hui, c'est tellement un problème pour moi. J'ai pas la solution, je vais pas vous dire, on m'a donné quelques bons conseils dont je me sers aujourd'hui, mais la thune pour les créatifs, dans la mesure où, dans mon école, j'ai pas été la meuf la plus assidue du monde, hein, en cours théorique, je l'ai dit, mais dans mon école, il y avait un cycle de professionnalisation, j'ai assisté au premier volet, j'ai assisté au premier chapitre. Les mecs, ils nous expliquaient comment faire des demandes de subventions. Je ne sais pas si ça choque quelqu'un, enfin moi, mais je suis sortie du rendez-vous, j'ai dit, mais vas-y, si c'est bon. Toute ma vie, elle s'est mise à puer Pôle emploi en une seconde. Genre, je me suis dit, mais quoi? Mais expliquez-moi comment gagner ma vie, pas comment demander de l'aide. C'est quoi votre délire? Genre, empower à un moment quelque chose ou qu'est-ce qui se passe, quoi? On m'a expliqué comment demander de l'aide. Je dis, mais j'ai pas besoin de savoir ça, je demanderai de l'aide quand je suis en galère. Peut-être qu'on peut partir du postulat que déjà on n'est pas en galère au départ. Ou comment ça se passe? Ou on est passé de Crocoland à Sumland à Dépressionland, genre c'était impossible pour moi. Donc du coup, je reviens de méga loin sur la question de la thune. Et récemment, il m'est arrivé, pour vous dire qu'il m'arrive encore des histoires de ouf, j'ai été snob. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit on a levé des fonds, on a grave de la maille, on a envie de bosser avec toi, ce serait pas mal que tu nous ajoutes à ton portfolio parce qu'on est un peu stylé. J'ai dit, mais j'ai pas de portfolio, les gars, j'ai même pas de site. Bref, j'ai pas trop aimé l'intitulé, j'ai pas trop aimé l'attitude. Ils m'ont dit, en gros, on essaye de révolutionner la planète, on a 48 heures. Bref, ils m'ont stressé. Je me suis braquée, j'étais un peu snob et je leur ai dit, non, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de prendre le projet, j'ai pas envie de produire un truc moyen en 48 heures, j'ai pas envie d'être essorée comme un citron. J'ai pas envie. Voilà, j'ai fait ma grosse snobinarde. Et je raconte l'histoire à Alice récemment. Tu vois, un peu sûre de moi et tout. Je lui dis, ouais, il y a des gens, franchement, on a encore du taf, ils comprennent rien au design, l'éloge de la lenteur, parfois il faut savoir prendre son temps, machin. Et je la vois qui me regarde comme ça, avec son air de renard un peu. Elle me laisse parler, je lui explique l'histoire. Elle me dit, t'es trop con. Et je lui dis, ouais, non, moi j'ai senti ça, donc c'est ça qui s'est passé. Elle m'a dit, ben non. En fait, il fallait leur demander 30K. Tu m'aurais appelé, on aurait monté une équipe, en 48 heures c'était réglé, et tu partais faire le tour du monde avec tes 30K. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, syndrome de la paupière, ma paupière elle a frisé, j'ai fait, ah putain, j'ai toujours pas les bons réflexes, quoi. J'ai toujours pas les bons réflexes. Et donc, vraiment, vous avez le droit d'être payé pour ce que vous faites, vous avez le droit d'être bien payé pour ce que vous faites, parce que ça a vraiment de la valeur, d'accord? Et alors côtoyer des entrepreneurs, ça aide à décomplexer la question de l'argent, parce qu'en fait, ici, les gens, l'argent, c'est un outil de mesure, une espèce de, je sais pas, c'est un truc. Enfin, moi, ça m'a un peu, je ne parlais pas en kilo-euros hein, il y a 6 mois. Hein, je parlais en subvention Pôle emploi, ce qui est un autre outil de mesure. Non, mais voilà. Donc, ils m'ont vraiment aidé en fait à décomplexer ce truc. Il y a une idée qu'il faut déconstruire à propos des startups. Je vous le dis, toutes les startups n'ont pas du tout beaucoup d'argent. C'est un truc qu'on a tendance à croire parce que tout le monde parle de billion-dollar company. Ils n'ont pas tous 1 million en poche. Hein. Donc il faut pas toujours arriver devant les startups en disant allez gros chèque, c'est réglé. C'est pas toujours vrai. En revanche, c'est un gros avantage pour nous, c'est des gens qui sont à l'aise avec l'idée de parler d'argent. Ok. Et je crois que pour fixer un bon prix, c'est le dernier truc que je vais dire à propos de ça, mais il y a un truc, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est fixe le prix avec lequel tu te sens bien. Ce qui veut à la fois tout et rien dire, mais je crois que à la fois l'argent c'est une donnée qui est très terrestre, très rationnelle, à la fois c'est aussi une donnée émotionnelle, enfin en tout cas moi je le perçois comme ça, je crois qu'on peut essayer de quantifier, de compter à un moment, d'essayer de quantifier la valeur d'un travail, je crois aussi que c'est aussi une question de ressenti. Le prix avec lequel nous on se sent bien par rapport à l'effort qu'on va produire. Bon, en tout cas, pour moi, c'est une vraie donnée qui peut entrer dans l'équation de calcul. Voilà. Globalement, faut pas trop travailler avec des gens qui sont relous avec l'argent. Voilà. Petit conseil sur le déco. Si vous sentez qu'il y a une crispation autour du pricing et du paiement,
warning, énorme warning. Faites attention, quoi. Alors, il y a... Voilà, donc encore une fois, la Miss France qui arrive. Faites de votre mieux tout le temps. Il y a une histoire géniale. Alors, quand je vous dis faites de votre mieux tout le temps, c'est absolument pas ce truc de yes, je suis open pour me faire exploiter, je suis en premier de la classe, je suis toujours au max, etc. C'est pas ça. Ici, il y a un truc, c'est quasiment une religion qui s'appelle le pay it forward, qui consiste à être généreux au préalable de toute interaction. C'est-à-dire qu'on commence par donner, peut-être à l'excès, pour finalement se rendre compte avec bonheur des répercussions positives que ça peut avoir. On fait un pari sur l'avenir en étant généreux. Pour moi, c'est une chose qui a toujours extrêmement bien marché. Toutes mes plus belles histoires professionnelles, je crois, me sont arrivées parce que j'ai ce truc-là, et ça me tient énormément à cœur. Globalement, la générosité dans le travail, c'est votre plus belle vitrine. Vous ne savez jamais sur quoi peut déboucher une rencontre. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, je la trouve chambée. J'ai entendu ça dans un podcast à propos de Navo, qui est un des deux créateurs de Bref, de la série Bref, que vous connaissez tous. Et en fait, il raconte que quand Kian Kojandi, quand il était jeune, il faisait des vidéos pour les mariages. Il filmait des mariages et il faisait des espèces de vidéos, Remember le mariage. Et il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il perdait vachement de temps à monter les vidéos. Et donc du coup, il a recruté un monteur, il a délégué cette partie du travail. Il se trouve que c'était le mariage de monsieur et madame tout le monde, et le mec, il faisait ça comme si c'était Beyoncé et Jay-Z, quoi. Super production américaine, il faisait des montages de timbrés. Et ils ont collaboré comme ça pendant un temps. Kian, à un moment, il a arrêté de faire des vidéos de mariage parce que, tac, il avait des projets à lui. Et il s'est mis à écrire une série. Et quand il a fallu monter cette série, il a appelé ce mec-là. Parce qu'en fait, le souvenir que lui avait laissé ce mec-là était tellement brillant que c'était personne à part lui, quoi. Donc, en fait, pour moi, c'est une manière de closer des deals en avance. Si vous êtes généreux dans votre travail, les gens vont vous recommander et vous allez laisser un souvenir incroyable aux gens qui, quand un jour dans leur vie, ils auront besoin de quelqu'un pour une aventure exceptionnelle, c'est vous qu'ils appelleront. Voilà. Moi, si j'étais vous, voilà. Et en plus de ça, je veux dire, les entrepreneurs ont une obsession du scale. Voilà. Moi, je remarque ça. Tout le monde parle de scaler. Je te dis, pareil, ils uberisent leur mère, ils scalent leur grand-mère. C'est vraiment un truc, il faut tout scaler. Tout doit être exponentiel, ce qui a ses limites, hein. En fait, avoir une identité géniale, une identité graphique géniale, c'est pour moi le départ du don d'ubiquité. C'est pour moi un outil de scale. Parce qu'en fait, si vous réussissez à faire un design qui garantit la même intensité, la même énergie qu'une connexion physique, tout à coup, vous commencez à être partout. C'est-à-dire que le mec, sa vitrine, c'est lui. D'accord ? Donc c'est l'équivalent de se présenter à des millions de gens. Injecter ce qu'on est dans une plateforme, humaniser un service qui à la base est dématérialisé, c'est un truc qui peut paraître fou, qui peut paraître contre-intuitif, mais en fait, voilà, la valeur que vous avez, vous, c'est ça. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Tu peux nexter ? C'est le dernier conseil que je vais vous donner, c'est un conseil qui me tient à cœur. Donc comme j'ai essayé de vous le dire tout au long de ce talk, il faut vraiment se laisser une chance de tomber amoureux. Aujourd'hui, moi, je suis quasiment mariée avec l'empereur de Geekland. Ça se frite un peu, je vous le cache pas, mais le match, il n'est pas impossible. J'ai rencontré des gens ici qui m'ont appris énormément, humainement et techniquement parlant. C'est des gens qui m'ont donné un job. Aujourd'hui, c'est mon métier. Je kiffe faire ça, même si le grand rêve, c'est de redevenir artiste, un de ces quatre, mais je le ferai différemment grâce à tout ce que j'ai appris ici. Donc quand bien même ce serait qu'un passage, je veux dire, il est précieux, il est déjà vraiment précieux. J'ai pas cherché à vous mentir non plus, c'est pas des clients parfaits, c'est pas des gens qui comprendront tout ce que vous allez leur raconter du tout. Vous allez faire face à des ingénieurs, à des techs.
Ah, je veux dire, j'ai rencontré des mecs kaki, pas en bonne santé, qui ont essayé de me dire qu'il fallait faire un mix entre la foire du trône et les Matrix de la NASA, où je leur ai dit, moi les gars, vous avez quand même pas compris grand-chose, hein, là on part pas sur des bonnes, sur d'une bonne piste, quoi. Il y a vraiment des fois où vous allez devoir forcer un petit peu les gens à aller dans votre sens. Encore une fois, il faut faire l'effort d'aller sur leur terrain pour les emmener dans le vôtre, d'accord ? Tous les efforts que je vous dis de faire, c'est pour finalement aller choper les gens à la maison pour pouvoir les ramener chez vous, dans votre terrain d'expertise, qui est l'image, une image sensible, une image vraie, une image qui a du sens. Et vraiment, je vous responsabilise autant que moi, je me sens responsable d'enrayer le phénomène de nullité visuelle qui se passe dans les galeries de métro en ce moment, quoi. Enfin, moi, perso, il m'arrive souvent d'avoir envie de chialer. On va commencer nous, par changer les choses. On va commencer à faire quitte à être visuellement harassé par de la pub, faisons en sorte d'être harassé positivement, faisons en sorte que chaque pub devienne une œuvre d'art, que les choses deviennent un petit peu moins inhumaines, un petit peu moins froides, que ce ne soit pas juste une espèce de manipulation visuelle. Injecter du sens dans ce qu'on fait, c'est faire une promesse qui est complètement différente. D'accord ? Je suis devenue politique en 2 secondes. Yeah, putain, chien, fini la nullité. Bref. Dans tous les mots, donc les entrepreneurs, juste pour finir là-dessus, c'est pas la terre promise. D'accord ? Il faut pas vous dire ça. C'est une opportunité. C'est une manne de gens qui ont besoin de votre savoir-faire, et vous êtes en train de vous ouvrir cette porte-là. C'est pas la terre promise, mais c'est une occasion de la créer. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. D'accord ? Je vais finir sur une petite anecdote. Dans la myriade de mots que j'ai mis du temps à comprendre, il y avait le mot onboarding. Tout le monde me disait ouais, faut faire hyper gaffe à l'onboarding, machin, tu vois. Et moi, je comprenais pas ce qu'il fallait onboarder, machin, donc terme du X, qui finalement voulait dire il faut savoir accueillir les gens sur votre page internet de manière ludique et efficiente, et voilà. Mais voilà, onboarder, quoi. En fait, c'est un truc que j'ai fait très souvent à The Family pour mieux comprendre les choses, pour mieux me les approprier. C'est que j'essayais de trouver des références dans ma propre culture à moi pour illustrer en fait ces termes-là. Tu sais, genre, c'est quoi pour toi Et je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quoi pour toi la meilleure histoire d'onboarding de l'univers ? J'ai mis un peu de temps à trouver, mais j'ai fini par trouver. Et je crois que c'est une anecdote qui résume très bien ma vision du design et de ce que vous allez vivre là bientôt, de ce sur quoi ça repose, en fait, cette nouvelle aventure. Vous avez tous vu Aladdin. Franchement, on est à la génération Walt Disney, personne ne mytho, tout le monde a vu Aladdin. Ouais ? T'as pas vu Aladdin ? Ah bon, il m'a fait peur. Vous vous souvenez de la scène du balcon avec Jasmine ou pas ? Ok, bon, on se le refait vite fait. Métaphoriquement, évidemment. En gros, Aladdin, c'est un espèce de prince autoproclamé. C'est ce qu'il est vraiment au fond de lui. Lui, il sait qu'il a l'étoffe d'un prince. Seulement, il est né comme un voyou. Par le biais de la magie, du bricolage et de la science de l'apparence, on lui fabrique un espèce de costume de prince qui tout à coup valide un petit peu ses intuitions personnelles aux yeux des autres. Fake it until you make it, on y est, tout le monde y est. Donc le mec se fait déguiser par un génie. Bon, alors ça tient à des choses un peu ésotériques, hein, on est bien d'accord. Hein, y a pas vous pouvez essayer de frotter des lampes toute la journée, il n'y a personne qui va vous aider, mais il y a cette idée-là. Et du coup, donc le mec se fait déguiser en prince par un génie. Il utilise un moyen de locomotion, ma foi, la carpette magique, quoi. Ce qui est en fait un moyen une espèce de moyen de locomotion ascensionnelle, quoi. Il va vers le haut avec ça, il trouve un moyen magique toujours pour se rendre d'un point A à un point B qui est un balcon en hauteur. Sur le balcon en hauteur, donc ça c'était les moyens, les paths qu'il faut trouver entre point A et point B1. Le balcon, c'est une cible inaccessible, d'une part parce qu'elle est en hauteur, mais aussi parce que socialement, la meuf qui est en haut, c'est une princesse. Donc à la base, ils ne sont pas faits pour matcher. Trouvez toujours des cibles qui vous paraissent inaccessibles. On s'en fout. La science du bricolage. Fake it until you make it. Donc vous trouvez des cibles qui sont un peu trop hautes pour vous,
peu importe. Danger maximal, hein, ceci dit. Son meilleur pote, c'est un tigre. Vous avez une chance sur deux de vous faire bouffer, mais ça, il faut l'ignorer. Il faut être courageux. Je crois qu'il faut être très courageux. Donc, peu importe le tigre, c'est pas grave. Et en fait, donc le mec a passé toutes ces étapes et il se retrouve face à Jasmine, qui est la femme de ses rêves. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ce que fait Aladdin. Il se penche comme ça, il lui tend la main et il lui dit une chose. Il lui pose une question. Est-ce que vous avez confiance en moi ? En fait, on a beau partir d'une réalité de terrain, d'une réalité de marché, d'une réalité terrestre et pragmatique et rationnelle. Les interactions que vous allez avoir avec vos clients, elles sont basées sur de l'émotionnel. Je crois que c'est deux canaux énergétiques qui cohabitent continuellement. Il faut en ignorer aucun des deux. C'est des gens, si vous devez avoir un objectif, je crois, pour réussir à les emmener là où vous voulez les emmener, et je vous souhaite que ce soit des sommets d'audace et de coolitude, vous devez gagner leur confiance. Voilà. En tout cas, vous avez la mienne. Je vous souhaite bon courage, merci de m'avoir écouté, et à bientôt, j'espère. Que la famille